click, click. This is your Kodak moment. Lillard long range three. Mascot. Alors, on se retrouve une nouvelle fois sur Beyond the Hoops pour parler d'un sujet de fond. Et aujourd'hui, on s'est dit avec Paul qu'on allait vous parler de tanking. On va revenir sur ces éléments-là, mais surtout, en fait, l'idée, c'était de parler du cycle des équipes parce qu'on s'est dit, on est un peu plus de 10 ans après le début du tanking et on commence à avoir des éléments pour essayer d'en faire une forme de bilan. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'en parler avec vous et d'essayer de vous poser les différents constats que nous on fait sur la construction des équipes, la question des cycles, la question du tanking et la question de l'accélération post-tanking. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est avec Paul pour parler de tout ça. Salut Paul, comment tu vas? Ça va, écoute. Et toi? Eh ben écoute, ça va, je suis content de faire ce podcast, ça faisait un moment que je voulais le faire. D'ailleurs, on a fait nous 2 tout l'été, tu sais, la question un peu des 10 dernières années au travers des drafts et c'est vrai qu'il y a presque un élément qu'on a oublié dans nos drafts, qui est structurant sur les 10 dernières années, c'est l'arrivée du tanking et c'est une nouvelle façon, de construire les équipes donc je sais pas toi, mais moi je suis content qu'on puisse parler de ce petit sujet, quoi. Ouais, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on en parlait et qu'on s'était dit qu'il fallait faire un truc, quoi, autour de ça. Exactement. Toi, tu as un petit souvenir un peu du début du tanking, ce que tu en pensais? Parce que c'est une façon de construire les équipes, une fois de plus, qui détonnait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Est-ce que toi, tu as un souvenir un peu de la première fois que tu as entendu ce terme de tanking et de ce que tu en as pensé dans les premières années de construction? Ouais, je pense que le premier buzz de gros tanking qu'il y a eu, c'est les Sixers et hem et c'est marrant parce qu'il y avait il y avait un peu un côté genre, c'est soit tu étais très d'accord avec ce qu'ils faisaient, soit tu étais pas du tout d'accord à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus accepté, vu le succès du Thunder, qu'on en reparlera sans doute. Mais il y avait un côté, il y avait pas trop de consensus à l'époque sur ça. Alors que finalement les Sixers, assez rapidement quand les mecs ont pu enchaîner les matchs sans les blessures, ils ont mis quand même tout le monde d'accord. Même si bon, bah, Sam Hinkie il s'est fait virer, assez rapidement quoi, le GM des Sixers. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais au début du tanking façon Sixers, il y avait une hype en fait autour de cette méthode. Je me rappelle, il y avait d'ailleurs une hype parfois sur certains joueurs parce qu'ils testaient énormément de joueurs. J'ai l'impression que le joueur un peu symbolique de cette phase de test, c'était Tony Roten. Tu te rappelles de Tony Roten ou pas? Qui était Pas trop. Tu te rappelles pas de Tony Roten? Ah, c'était Bah, un si, meneur si, je de me jeu. rappelle du blaze, mais pas du pourquoi est-ce que c'était lui qui était mis en avant, quoi. Bah, c'était un gars qui faisait des triples-doubles dans une équipe nulle et puis c'était un espèce de meneur hyper athlétique qui était très fort sur Touquet. Donc je pense qu'aussi le fait qu'il soit fort sur Touquet, ça avait un impact sur la façon dont les gens le voyaient. Mais il était pas très fort d'ailleurs. Après ça, il a pas vraiment fait carrière. D'ailleurs, on s'est posé la question, Paul, avant de lancer le podcast. On s'est dit qu'on allait se demander ce qu'on pensait du tanking à l'époque. Et première question que tu m'as posée, c'est mais attends, le tanking en réalité, ça démarre quand? Alors selon toi, le tanking d'ailleurs, ça démarre quand? Moi j'ai mon avis sur le sujet, mais pour toi ça démarre quand, ce truc du tanking là? Bah, moi, la première fois que j'ai entendu le mot tanking, c'était avec les Sixers. Donc 2013-2014 à peu près, quand j'ai commencé à suivre la NBA de manière très assidue. Mais je pense qu'il y a déjà eu des formes de tanking auparavant, mais ceux qui ont mis à la mode le tanking et il y avait un côté aussi genre on assume complètement le fait de tanker avec trust de process et cetera, bah, je pense que c'est les Sixers. Après, ouais, on a vu des équipes quand même perdre pour accumuler du talent, mais je pense que juste avant les années 2010, on a vu des drafts où il y avait moins de talent. Tu prends les années 2000 jusqu'à 2008-2009, je trouve que les drafts, à part la draft 2003, les drafts, elles sont pas ouf, quoi, tu vois? Il y a pas énormément de talent. Il y a Chris Paul et Dwight Howard qui sont draftés. Bon, t'as KD en 2007, mais sinon la plupart des drafts, elles sont pas si ouf que ça, à part 2003. Donc je pense qu'il y avait aussi une difficulté à chercher énormément de talent et en fait, tu te focuses sur: «OK, il nous faut une star» et ensuite on l'entoure avec du role player et on voit ce que ça donne, quoi. T'as la draft 2008 aussi qui avait été annoncée comme une draft, en tout cas, avant la draft avec énormément de talent. C'est la draft quand même de D Rose, Beasley, O.J. Mayo, Russell Westbrook, Kevin Love. C'est le top 5 hein, qui est quand même un gros top Ouais, 5. Mais mais tu vois effectivement, de la question de 4 l'explosion du talent NBA, c'est un peu après, ouais. ouais, enfin, moi je trouve que justement c'est à partir de 2008-2009 à peu près. Parce que de 98 à 2007, heureusement que tu as la draft 2003 qui sauve un peu le truc parce que sinon c'est light, quoi. Et effectivement, c'est vrai que cette notion de tanking,
elle naît plutôt autour de Sam Hinkie et des Sixers. C'est vrai que c'est le premier élément, peut-être pour qu'on démarre le podcast, qui peut être intéressant à noter. Avant ça, donc en gros, on est d'accord, Paul, on se dit le démarrage du Trust the Process, c'est le trade de Jrue Holiday à l'époque, qui jouait aux Sixers, qui doit être trade aux Pelicans, je pense, ou en tout cas aux Hornets, ça devait s'appeler les Pelicans déjà à ce moment-là. Et en fait, ils entament une phase de reconstruction complète. Et c'est vrai qu'avant ça, on avait quand même l'habitude dans les équipes, toutes les équipes avaient sa star. Et en fait, on faisait quand même tourner un peu la franchise autour de cette star-là et on l'abandonnait jamais vraiment. Parce qu'on essayait toujours d'avoir une forme de tête d'affiche, à la fois pour jouer, mais aussi avoir une tête d'affiche. On va revenir sur cette notion d'ailleurs autour du tanking, aussi pour faire rentrer des gens dans la salle. Et comme c'est un business, il faut quand même aussi faire en sorte que tout ça soit rentable. Et c'était la conception qu'on avait. Effectivement, 2013, trade de Jrue Holiday, 2014, draft de Joel Embiid et début du vrai tanking comme on l'a connu après avec les Sixers. Ce qu'on s'est dit, Paul, c'est ce qu'on allait faire là, du coup durant cet épisode, c'est qu'on va faire une grosse première partie qui va être une sorte de bilan du tanking. Dans un premier temps, on va vous rappeler un peu quelles sont les phases d'une reconstruction. Ensuite, on se dira quelle forme peuvent prendre le tanking, quelle forme peut prendre le tanking et quelle forme ça a pris au cours du temps et quels enseignements on en tire. Et après, on essaiera aussi de se demander quand on passe cette phase de tanking, à quel moment justement on voit que les équipes accélèrent et à quel moment il faut accélérer. Mais peut-être pour finir de poser ce cadre et que vous compreniez bien de tout ce dont on va parler, Paul, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un petit rappel sur quelles sont les différentes phases d'une reconstruction. Ouais, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du tanking, mais c'était aussi pour parler des cycles de manière générale et de voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre des sous-cycles parmi un grand cycle qui va de on perd jusqu'à on gagne. Donc, je pense qu'il y a 4 grands cycles parmi un cycle d'une équipe qui est compétitive. Tu as le début du tanking, la phase de compétitivité, le fait d'être contender et ensuite la transition juste après être contender. Donc pour chaque cycle, tu as un état dans lequel sont les équipes et les objectifs de ce cycle-là. Je pense que dans un premier temps, donc pour le début du tanking, l'état, c'est qu'en général, tu as une ou tes stars qui demandent à partir, ou alors elles sont parties libres. Et l'objectif, c'est de prendre le max de pics de draft, perdre des matchs pour récupérer des meilleurs talents à la draft, échanger les bons joueurs qui te restent pour prendre des pics et des contrats un peu dégueux, parce que c'est un peu la seule solution, et avoir des vétérans dans le vestiaire qui encadrent un peu tes jeunes joueurs que tu vas drafter à terme. Donc je sais pas si tu es d'accord dans un premier temps sur cet objectif-là, Ouais, je sur le pense que début de la phase de tanking. peut-être que sur juste l'élément qu'on peut ajouter sur cette première phase, c'est que tu as aussi des équipes. Et peut-être insuffisamment d'ailleurs, et c'est peut-être une question qu'on devra se poser. Tu as des équipes aussi qui se retrouvent dans des phases, en fait, elles se rendent compte que leur projet n'est pas fonctionnel, et donc il faut appuyer un peu sur le bouton reset. Et je pense qu'on va peut-être en parler un petit peu, mais c'est d'ailleurs quelque chose que les équipes ont du mal à faire, c'est-à-dire accepter la notion d'appuyer sur le bouton reset. Elles ont du mal, et je suis d'accord avec toi, souvent ça vient plutôt soit d'une star qui décide de partir, soit d'une star qui demande son trade, quoi. Enfin, décide de partir, donc fin de contrat, soit d'une star qui demande son trade. Mais je trouve qu'il y a le troisième élément, c'est je me rends compte que mon projet il va nulle part et du coup, il faut que je recommence, quoi. Mais je suis un peu d'accord, j'ai l'impression que les GM, en fait, ils ont jamais vraiment le courage de trade une star alors qu'ils savent que le projet est mid. En fait, en général, ils attendent toujours que c'est la star qui demande son départ, plutôt que de prendre eux la responsabilité de dire bon là on peut plus rien faire et voilà. Mais on en reparlera juste après. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de compétitivité où là tu commences à gagner des matchs avec un young core plutôt intéressant. Donc tu es environ à peu près au niveau du play-in, donc entre la 7e et la 10e place, on va dire. Et l'objectif, c'est soit d'aller chercher un franchise player avec tes assets parce que tu as un young core intéressant mais tu pas encore ce gars, ou alors plus de talent autour de ta star, c'est-à-dire tu as une star qui est plutôt safe, tu as une star où tu te dis putain ça va être un des meilleurs joueurs du monde, donc tu vas essayer de chercher du talent, donc une deuxième star ou alors des role players. Et plutôt des bons role players parce que si ta star elle est très forte, tu sais qu'à terme tu vas aller jouer les hautes sphères de playoff, donc il faut des bons role players. Je trouve que sur cette phase-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de transition naturelle. Là, tu vas parler après de la phase de contender, qui je pense il y a plutôt une notion d'un moment donné, on décide d'accélérer pour passer contender. Je sais pas si, tu vois, on le verra au travers de nos différents exemples, mais je sais pas si le passage de tanking à compétitivité,
il est vraiment choisi par les équipes. Je pense que tu as des équipes, en tout cas, qui attendent souvent longtemps que tu passes de cette phase de tanking à compétitivité de manière naturelle et qui parfois s'enlisent dans du tanking pendant très longtemps. Et on verra les conclusions qu'on tire à la fin. Mais moi, moi, quand j'ai préparé le truc, je me suis vite dit, en fait, une des grandes conclusions, c'est faut pas tanker trop longtemps, parce que tanker trop longtemps, ça sert à rien. Et là, on va dire, tu as deux logiques différentes. Effectivement, certaines équipes qui décident d'attendre de devenir compétitifs et certaines équipes qui se disent, on va accélérer le truc pour devenir compétitif. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a des équipes qui veulent pas forcément tank longtemps, mais vu qu'ils arrivent pas à avoir de la chatte à la draft, si on part du principe que c'est pas truqué, tu vois? Ou alors elles arrivent pas à vraiment développer les joueurs qu'elles prennent. Donc du coup, elles s'enlisent un peu dans du tanking pendant, allez, 5-6 ans, mais sans vraiment le vouloir. Et par moment, elles veulent aussi, enfin, elles s'attendent pas à ce qu'il y ait un ou 2 joueurs qui popent d'un coup et elles commencent à gagner des matchs. Et donc là, bon, elles comprennent que, OK, bah, là, on sort du tanking, on n'est plus dans le tanking et on va voir, comment est-ce qu'on fait dans cette phase de compétitivité, quoi. Et à l'inverse, tu en as d'autres qui choisissent un peu d'elles-mêmes de sortir de la phase de tanking pour accélérer. Premier exemple que moi j'ai en tête, tu vois, quand je pense à ça, tout de suite, c'est le Orlando Magic. Après 2021-2022, draft de Wagner, draft de Banchero. Moi, je pensais à cette époque-là qu'il fallait continuer à tanker parce qu'ils n'avaient pas amassé assez de talent. Eux, ils ont fait le choix contraire. Ils se sont dit, on accélère. Ils prennent Markel Fultz. Ils choisissent d'aller chercher des intérieurs. Ils mettent de l'argent sur des intérieurs. Et ils choisissent d'accélérer pour passer dans la phase de compétitivité, comme tu décris, finalement assez rapidement. Et je trouve qu'il y a vraiment les deux stratégies qui s'appliquent, quoi. Mais Ouais. donc après, phase contender. Phase contender, donc là, bah, tu joues la bague sur le papier, car tu as une hiérarchie, on va dire, qui est assez claire. Une option 1, une option 2, des très bons role-players. Et l'objectif, bah, c'est de faire durer cet état le plus longtemps. Donc toujours s'ajuster en termes de role-player, parce que des fois, tu as des role-players qui sont bons sur une année, mais qui deviennent mid une ou deux saisons après. Et je trouve que là, pour le coup, c'est aller chercher des role-players qui sont finale de conf et finale NBA friendly. Donc des mecs, des 3&D, des mecs qui sont capables d'avoir de l'impact en défense on-ball et off-ball, des mecs qui sont plutôt safe au shoot, des mecs qui sont quand même capables de faire deux trois trucs balle en main. Donc c'est pas juste des mecs qui shootent à 3 points ou alors des bons role players, mais en fait qui t'apportent pas beaucoup offensivement. C'est quand même aller chercher des two-way players parce qu'on sait que la plupart des équipes qui font finale de conf ou finale NBA, bah, les role players ils pèsent positivement des deux côtés du terrain, quoi. Alors sur ce truc-là, moi je trouve qu'on en reparlera encore une fois. Déjà, c'est la phase la plus difficile. Passer de être compétitif à être contender, c'est quand même, faut le dire, hein, la phase la plus dure. De créer une équipe contender, c'est très difficile. Et là, je trouve qu'il y a deux façons de le faire. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, si en fait ils t'acceptent OKC, ça passe aussi par l'arrivée d'un top joueur. Tu vois, j'ai 3 exemples en tête qui me viennent tout de suite. Le premier, c'est les Suns avec l'arrivée de Chris Paul. Le deuxième, c'est les Lakers avec l'arrivée de LeBron James, Anthony Davis. Et le troisième, c'est les Sixers avec l'arrivée de Jimmy Butler. Tu vois qu'à chaque fois, en fait, tu utilises tes assets pour aller chercher un top player. Et le vrai contre-exemple, c'est OKC, qui pour le coup n'a pas fait ça. Et plutôt aller chercher des role players avec Hartenstein et avec Caruso. Oui, mais du coup, quand les Suns et les Lakers ils font ça, en fait, ils sont dans la phase de compétitivité. Et ils comprennent qu'avec ces joueurs-là, ils vont être contenders. Ah, tu penses que c'est ça qui te fait passer dans la phase de compétitivité? Ok, 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 on reviendra Non, dessus, c'est pas de ça souci. qui te fait passer dans la phase contender, mais dans un premier temps, tu es dans la phase de compétitivité, quoi. Ouais, 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 ouais. Ah, toi, tu veux dire quand tu es dans la phase de contender, c'est là où tu ajoutes des role players. D'accord, alors que moi, j'étais Ouais, sur la question de comment tu passes de compétitivité à contender. OK, Ok, très ouais. bien, très bien, ok. Et ensuite, tu as la dernière phase, c'est la phase de transition où, bah, en général, tu as ton franchise player qui est toujours là, qui veut pas partir maintenant, mais tu plus trop d'assets et plus forcément de stars à côté de lui. Par exemple, bah, les Bucks avec Giannis en ce moment ou les Suns avec Booker. Et bah, là, bah, l'objectif, c'est de faire des bons coups bien sentis, donc pourquoi pas aller chercher des undrafted, des seconds tours. Plutôt être actif le soir de la draft en général, parce qu'on sait que c'est plus facile d'aller, chercher des first pick, le soir de la draft sur l'année en question. Car les premiers tours, ils ont pas la même valeur quoi, le soir de la draft. Donc c'est, bah, si ton franchise player, qui est important dans l'histoire de ta franchise, il veut pas partir, bah, autant continuer à être compétitif avec lui, même si tu sais que tu seras plus contender parce que tu as plus vraiment les assets et tu as certaines stars à côté de lui que tu as dû trade parce qu'elles commencent à être cramax. Donc là, l'objectif, c'est de continuer à faire en sorte que, bah, ton, franchise player reste le plus longtemps possible, même si tu sais qu'il y a l'horloge qui tourne, quoi. Ou alors, deuxième possibilité,
c'est sortir, enfin clôturer le cycle pour retourner peut-être sur du tanking ou en tout cas de la reconstruction. Parce qu'on voit aussi des équipes, et ça joint un peu ce qu'on disait au début, forcément, c'est un cycle, qui ont du mal à sortir de ce cycle-là. Je pense par exemple aux Sixers, tu vois, avec Joel Embiid. Alors eux, ils ont pas trop le choix, mais tu peux penser par exemple aux Suns avec Devin Booker qui veulent surtout pas le lâcher. On peut penser par exemple aux Wizards pendant longtemps qui n'ont pas voulu lâcher Bradley Beal. Et donc tu as aussi beaucoup d'équipes, je pense qu'on pourra se le poser un peu en ouverture, en dernière partie. Quand tu as passé ta phase de compétitif ou contender, comment tu acceptes de repasser à une phase de reconstruction. Et là, on verra un peu ce qu'ils ont fait bien et ce qu'ils ont fait moins bien. Du coup, Paul, ce que je te propose, c'est que pour démarrer, on parle un peu dans le détail du tanking. À quoi ça ressemble le tanking? Quelles sont les différentes expérimentations qu'on a eues sur le tanking? Et puis, quels sont les différents enseignements qu'on en tire? Ce que je te propose, si ça te va, je veux bien prendre la main pour démarrer, pour qu'on commence à en Allez, parler. vas-y. Parce on a un cas, qui est un cas d'école, hein. C'est le cas des Sixers et je suis tombé sur un article, en préparant le podcast qui a été publié dans le cadre de l'université de North Carolina. Alors c'est une étude qui a été faite par Eduardo Munichi. Évidemment, on le connaît pas, hein, je le connais pas plus que toi. Alexander Cardazzi et Camden Johnson, qui a été publiée en 2024, où ils ont essayé en fait de regarder si, effectivement, le tanking, ça produisait des résultats. Et donc, ils ont pris le cas des Sixers, ils ont notamment essayé de regarder 2 choses. C'est est-ce que ça produit des résultats en termes de compétitivité? Et la deuxième, c'est aussi est-ce que ça produit des résultats en termes économiques? Et je trouve qu'en fait, leur méthode, elle est assez intéressante et que, ce qu'ils nous en disent est assez cool. Bon, premier élément, eux, ce qu'ils essayent de regarder, c'est effectivement l'élément économique, ce qui nous va permettre de vite le mettre de côté, parce que nous, on parle moins de ça. En tout cas, la conclusion qu'ils font sur leur étude, c'est que le tanking a été plutôt positif pour les Sixers, parce qu'ils ont réussi à construire une forme de com autour, et que finalement, les gains d'argent que tu as sur ta phase de compétitivité sont suffisamment importants pour rattraper ce que tu perds pendant ta phase de tanking. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé d'explorer une méthode qui s'appelle le synthétique control. Alors, le synthétique control, c'est quoi? C'est en fait, ils ont essayé de comparer ce qui a été fait par les Sixers avec d'autres équipes qui, pendant la même période, ont essayé d'utiliser des méthodes qui étaient dans une situation similaire, pardon, et qui ont décidé de ne pas tanker. Et donc, pour pouvoir faire cet élément-là, en gros, ils ont pris plusieurs équipes. Ils ont pris, je vais te donner le nom des équipes que je m'étais noté. Ils ont pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes, les Minnesota Timberwolves, les Chicago Bulls, les Orlando Magic, les Portland Trail Blazers, les Cleveland Cavaliers et le OKC Thunder. Et en gros, ils ont mis une espèce de pondération en fonction de à quel point le projet de l'équipe avant le début du tanking ressemblait à celui des Sixers et à quel point ils étaient dans la même situation. Ce qui leur fait dire par exemple que l'équipe qui était plus proche des Sixers, c'était Minnesota, et celle qui en était le plus loin, c'était OKC. Et donc, les conclusions qu'ils portent, c'est que effectivement, le tanking, ça te permet de progresser nettement et que tu arrives en fait à des niveaux de victoire, tu arrives à un pic qui est beaucoup plus élevé et que notamment, la première conséquence de ne pas tanker, c'est d'avoir un espèce de phénomène, tu sais, de lente décrescendo, de lente descente en fait. Et que le problème sur ces équipes-là qui ont jamais vraiment décidé de tanker, en fait, ce qui leur permet de créer ce qui a jamais vraiment réussi à tanker, c'est que tu gardes un niveau de compétitivité autour des 50 de victoire pendant très longtemps, mais qu'après, de manière un peu irrémédiable, tu commences à descendre, descendre, descendre. Alors que quand tu tankes, tu descends très bas et pour le coup, tu remontes très haut. Et donc, premier élément, eux, qu'ils disent, c'est, en fait, le tanking, ça te permet à la fois d'avoir des résultats d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue résultat, si tu essayes de faire une comparaison avec une espèce d'équipe fictive des Sixers qui n'aurait pas tanké. Ils se donnent juste 2 éléments, pour donner des limites, à ce qu'ils disent. Premier, c'est que en fait, les Sixers sont un cas un peu unique dans l'histoire des sports américains, parce qu'en fait, aucune équipe n'a tanké comme l'ont fait les Sixers. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, c'est très dur de reproduire le modèle Sixers parce que les règles ont bougé et qu'aujourd'hui, c'est assez difficile en fait de réussir à faire la même chose. Et dernier élément, mais ça va aller vers la transition et je veux pas qu'on aille trop vite vers la transition pour qu'on parle bien du tanking parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est qu'ils disent qu'en fait, la draft en elle-même ne suffit pas à créer une bonne équipe. Ils disent notamment que dans les 7 picks qu'ils ont eu sur leur phase de tanking, il y en a que 2 qui ont été All-Star. Notamment dans les 7 picks, pardon, de lottery pick qu'ils ont eu, il y en a que 2 qui ont été All-Star.
Est-ce que est-ce que tu as en tête quels sont les 7 lottery picks des Sixers pendant leur phase de tanking? Est-ce que tu penses que tu les as tous? Tu penses que tu en as combien? Là, j'en ai que 3 en tête. C'est lesquels les 3 que tu as en tête? Fultz, Simmons et Embiid, quoi. OK. Je te donne les autres du coup? Les MCW. autres, ouais, tu as Michael Carter Williams et effectivement. Tu en as un autre Nerlens qui a un Noel. Nerlens Noel, ouais, tout à fait. Tu en as un autre qui est un meneur de jeu qui a joué à Orlando. Fultz? Un mec Non, av un mec alors non, c'est un autre que Fultz qui a joué aussi aux Knicks. C'est un mec avec une coupe un peu bizarre, un meneur qui était Elfrid pas chou, Payton. Elfrid Payton et le dernier, c'était un peu le concurrent de Nerlens Noel, mais alors le strict opposé de Nerlens Noel en termes de profil, hein, qui joue, Ah à putain, Barcelone Jahlil maintenant. Okafor. Et Djadil Okafor. Et il en manque un dernier, c'est Michael Bridges, mais qui a pas joué chez eux, mais qui a pas non plus été All-Star. Donc ils disent en fait, le problème aussi, c'est que, et je trouve que ça va ouvrir sur les questions qu'on va se poser, c'est que accumuler le modèle des Sixers, c'était surtout d'avoir des lotery picks plutôt qu'avoir beaucoup de picks. Et qu'en fait, le modèle d'avoir surtout des lotery picks, bah, finalement, on peut un peu se poser la question s'il a vraiment de la valeur. Et moi, tu vois, du coup, dans le prolongement de ça, je sais pas ce que tu en penses, mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai essayé de prendre les équipes, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 2 types de tanking, le hard tanking et le soft tanking. Mais avant que je rentre là-dedans, qu'est-ce que tu penses, toi, déjà du cas Sixers ou qu'est-ce que tu penses du tanking? Qu'est-ce que tu voulais, ajouter là-dessus? Mais en fait, c'est vrai qu'il y a je pense que c'est ça, c'est qu'il y a 2 types de tanking. C'est-à-dire qu'en général, les équipes enfin, je pense que tu as, dans un premier temps, les gros marchés et les petits marchés. Parce que c'est différent, tu vois? Les Lakers, ils tankent presque jamais. Ils ont tanké juste après le départ de Kobe, mais sinon, ils tankent presque jamais. Ils arrivent toujours à gratter des stars. Donc c'est différent pour les gros marchés, même si tu as pas tant de gros marchés que ça. Après, je trouve qu'il y a des gros marchés qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Tu vois, les Clippers, je pense qu'ils se prennent un peu pour les Lakers, sauf qu'en fait, c'est pas les Lakers. Ils auraient intérêt quand même là, bon, là, OK, c'était cool, Kawhi, Paul George, Chris Paul Griffin, mais ils auraient intérêt à faire autre chose, quoi, que de vouloir, absolument ressembler aux Lakers. Mais mais oui, tu as une différence entre les petits marchés et les gros marchés. Et puis après, tu as des marchés qui sont pas forcément des gros ou des petits marchés, mais en fait, ils ont un enfin, ça fait un moment qu'il y a une espèce de culture de la gagne et en fait, ils tankent pas vraiment, ils arrivent toujours à être compétitifs. Je pense à Boston et Miami. Bon, il y en a qui diront que c'est des gros marchés, mais c'est pas New York ou LA, tu vois? Et finalement, ils arrivent toujours à rester compétitifs parce qu'en fait, ça bosse très bien en interne. Ils arrivent à développer des jeunes joueurs, même sous un contexte compétitif. Mais pour revenir sur le tanking, ouais, tu as 2 types de tanking. Tu as le tanking un peu soft et ensuite tu as le gros tanking où en fait on comprend que, en fait la NBA c'est une ligue d'assets et ce qu'il faut avoir c'est le maximum d'assets et donc le maximum de pics parce que, c'est comme ça qu'on va optimiser notre projet pour aller justement viser le plus haut possible. Parce que oui, la plupart des équipes qui tankent, honnêtement, si elles font pas de la merde, elles vont arriver, à un moment donné à 50 victoires. Par contre, si tu veux vraiment être ultra contender sur du long terme, bah, le hard tanking, c'est peut-être mieux. Maintenant, il y a aussi la réalité d'avoir aussi de la chance à la draft, où, il y a des équipes qui ont eu de la chance à la draft. Je pense aux Cavs au début des années 2010 ou les Spurs dernièrement. Ce qui fait que, bah, c'est compliqué d'analyser ça parce que oui, c'était du hard tanking, mais d'un autre côté, tu as été quand même, tu été récompensé avec ça. Donc voilà, quoi. Moi, ce que j'ai vu, tu vois, dans le prolongement de ce que tu dis, hein, moi, ce que j'ai vu un peu en cherchant, c'est effectivement, comme toi, j'ai fait une comparaison entre des équipes qui faisaient du hard tanking et du soft tanking. Moi, ce que je vais appeler du hard tanking, c'est vraiment des équipes qui choisissent de faire un espèce de big reset, qui trade de tout et qui, pendant 2, 3, 4 ans, ne cherchent vraiment pas à gagner et cherchent à avoir des loteries picks. Et je trouve qu'il y a une deuxième modèle de tanking qui est plutôt du soft tanking, qui va être un truc, en fait, je garde quand même ma star, je la fais jouer, je choisis pas complètement de tout faire péter et je construis autour. Sur le hard tanking, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un premier bout sur le hard tanking. Euh, Moi, sur le hard tanking, en fait, je me suis noté 5 équipes qui, pour moi, ont fait du hard tanking. Donc, les Sixers, on en a parlé. Je m'en suis noté une deuxième, même si tu dis qu'elles le font rarement historiquement, bah, les Lakers, ils ont quand même fait du hard tanking à un moment donné, quoi. Parce que les Lakers, entre 2014 et 2017, ils ont 4
choix top 8 et dans les 4 choix top 8, il y a 3 choix top 2 quand même, hein, avec Julius Randle, D'Angelo Russell, Brandon Ingram et Lonzo Ball. Donc ils sont quand même partis sur du gros tanking. Je pense aux Suns, qui pour le coup ont fait aussi une partie de gros tanking entre 2014 et 2019. Et je pense aux Knicks, qui en ont fait aussi entre 2015 et 2020 avec Porzingis, Ntilikina, Kevin Knox, R.J. Barrett et Obi Toppin qui sont tous les 4 des top 10 de draft. Et en fait, et le dernier c'était OKC que je m'étais noté. Et le premier élément que je me suis noté sur le hard tanking, bah, c'est que c'est pas parce que tu fais du hard tanking que tu deviens compétitif. C'est-à-dire que tu peux faire du hard tanking et ne pas devenir compétitif. Et c'est là où je pense qu'on pourra se poser la question un peu de comment tu deviens compétitif. Mais le deuxième, c'est quand même que les équipes qui font du hard tanking ont un peu plus de chances de devenir compétitives que les équipes qui font du soft tanking en fait. Et ça, j'ai trouvé, tu vois, en regardant que c'était quand même un enseignement intéressant. C'était de voir que, tu vois, mon équipe qui font du soft tanking, je m'en suis noté 4, le Magic, les Pistons, le Jazz et les Wizards. Et en fait, les 4, elles arrivent jamais vraiment à sortir de leur phase de tanking parce qu'elles y vont pas à fond et à devenir une équipe compétitive. Alors, je pense que toi, tu vas rebondir avec Miami et Boston. Mais je trouve que dans le cas de Miami, je trouve que le seul vrai cas qui marche, c'est le cas de Miami. Mais est-ce que Miami a déjà fait du tanking? J'en suis pas sûr, parce que Boston, ils ont quand même eu, à un moment donné, ils ont quand même accumulé des choix top 10 de draft, hein, quand même. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont réussi à couillonner, le GM des Nets qui était très, très con. Mais tu vois, je trouve que Ouais, par exemple c'est pour vrai. les Suns, pour les Suns, en réalité, enfin, mmh, moi j'ai l'impression qu'ils étaient surtout, pas du tout compétents. Et donc en fait, si tu as l'impression qu'ils font du hard tanking alors qu'en fait, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ils sont juste dans une phase où le tanking dure longtemps. Donc tu as l'impression que c'est du hard tanking, Ouais, mais c'est un peu le bordel. Et les Pistons, c'est un peu pareil, tu vois? Ils ont voulu perdre des matchs après Griffin, Drummond et en fait, ils savaient pas trop, quoi faire. Finalement, ils ont pris quand même Kate Cunningham, ils ramènent Bickerstaff et ils virent du monde et là, du coup, tu arrives assez rapidement dans une phase de compétitivité. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des équipes qui se perdent un peu dans ce qu'elles font, qui savent pas vraiment ce qu'elles doivent faire et du coup, tu sais pas si c'est volontaire de tanker ou si c'est pas volontaire. Parce que moi, tu vois, je pense aux Pistons l'année juste avant, où ils perdent 28 matchs là, enfin il y a 2 ans. Moi, à l'été, je m'étais dit quand je voyais 2-3 moves, je m'étais dit: «Putain, ils ont envie de gagner à minima quelques matchs, ils ont plus envie de tanker à ce moment-là» et en fait, ils gagnent et ils perdent 28 matchs, d'affilée donc il y a des contextes qui sont différents où des fois on a l'impression qu'une franchise fait du soft tanking alors qu'en fait elle fait un peu du hard tanking. Ou alors des fois on a l'impression qu'une équipe fait du hard tanking, mais en fait elle sait juste pas vraiment ce qu'elle fait. Elle est incompétente, elle sait pas comment drafter, il y a pas vraiment de projet, elles arrivent pas à trouver un coach et tout et donc elles s'enlisent un peu dans du tanking, mais ça dure longtemps et puis en général oui, quand ton tanking dure longtemps, c'est que tu as un peu loupé ton tanking. Parce que les équipes qui ont très bien marché, elles ont, elles ont quand même, elles sont sorties du tanking assez rapidement. Maintenant, tu as dit que le mieux pour être compétitif, c'est de faire du hard tanking plutôt que du soft tanking. Moi, je pense que en général, que tu fasses du hard tanking ou du soft tanking, tu seras compétitif. Et je pense que le mieux pour être contender et pour vraiment avoir un effectif qui joue la bague, c'est de sortir le gros tank, quoi. Après, il y a des équipes, tu vois, les Pacers ont pas vraiment sorti le gros tank. Ils ont réussi à prendre Haliburton, aux Kings parce qu'ils ont vu un franchise player en Haliburton, je pense. Ils ont pas forcément sorti de gros tanks, ils ont pas chopé des top, 3 ou 4 de draft. Bon, ils ont quand même, perdu des matchs, tu vois? Mais ils ont pas sorti un gros tank parce que je pense que c'est aussi une franchise qui avait des certitudes sur sa capacité à drafter, sur sa capacité à développer des joueurs. Donc il y a aussi des franchises, tu vois, comme les Pacers qui se sentent pas forcément, à l'aise avec sortir le gros tank parce qu'ils savent qu'il y a des certitudes de développement et même si eux draftent des picks qui sont pas top 5, ils peuvent en faire des très bons joueurs. Bon, en réalité, c'est pas trop le cas là parce que Mathurin, on voit les limites et Gérard Walker aussi. Mais la réalité, c'est qu'ils ont pas sorti le gros tank. Mais il y a eu un coup d'opportunité avec Haliburton, quoi. C'est vrai qu'autour de ce que tu dis, tu as raison, il y a un élément qui est important, c'est que le tanking tout seul, ça peut pas être une recette miracle et que ça doit s'accompagner à minima d'une capacité à drafter qui doit être bonne et d'une capacité à développer qui est bonne. Et d'ailleurs, petit jeu pour nos auditeurs, mais du coup, je vais le faire avec toi. Parce que tu vois, on a parlé des Suns. C'est vrai que les Suns, c'est un très bon cas de, en fait, est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire du hard tanking ou est-ce qu'ils n'ont pas été un peu piégés par leur incapacité à drafter? On aurait pu prendre les Kings, tant pis, on va prendre les Suns. Donc les Suns, on peut se dire que leur phase, eux, de tanking, elle démarre à peu près autour de 2013.
et ils vont drafter, c'est vrai, une liste de joueurs dans du top 5, aller du lottery pick top 5, qui va pas du tout, qui va pas du tout. Et je vais essayer de te faire un peu découvrir qui sont les joueurs. Donc 2013, début de leur tanking, ils draftent un pivot qui a joué en NBA assez longtemps, un pivot ukrainien, 5e. Est-ce que tu as une idée de qui c'est? Alex Len. Alex Len, effectivement, qui marque un peu le début de leur tanking. L'année d'après, je vais pas te le faire citer, il draft TJ Warren en loterie pick sur une année qui est pas si mauvaise que ça, parce que je crois que ça doit être l'époque où il était avec Goran Dragic et Isaiah Thomas. Et ensuite, ils ont un peu de chance. En 2015, ils draftent Devin Booker, ils se rendent compte qu'ils ont un talent, et là, ils se lancent vraiment dans du vrai tanking, quoi. Et alors là, attention les yeux sur la liste des joueurs qu'ils vont drafter. 2016, ils ont la chance d'avoir un top 4 de draft et ils draftent un poste 4-5 qui Dragan Bender. ressemble Dragan Bender, effectivement, Dragan Bender. Et d'ailleurs, ils ont un deuxième joueur de l'autre pick. Est-ce que tu te rappelles qui c'est? Marquis Chris. Le deuxième joueur, non, je me trompe. Non, 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 c'est pas Marquis Chris, je me trompe pas en plus. C'est pas Marquis Chris, c'est Georgios Papagiannis qu'on a vu à Monaco, sauf erreur de ma part, il y a pas si longtemps. Non, mais lui, Euh, qui- il le trade aux Kings, lui. Papagiannis, je suis pas sûr, hein. Attends, Je je crois qu'il regarde a en même jamais joué aux temps. Suns. Il le trade aux Kings, tu as raison, tu as raison. Il le trade aux Kings, c'est tout à fait vrai. 2017, comme ils sont toujours mauvais, ils draftent encore un joueur top 5. Et cette fois-ci, ils se disent, on va partir sur un ailier. Je pense qu'ils ont un Josh peu le Jackson. fantasme de Kawhi Leonard et c'est Josh Jackson. Et je sais pas si tu te rappelles de la petite histoire, mais quand Kyrie demande son trade, les Suns refusent d'envoyer Josh Jackson contre Kyrie parce qu'ils y croient incroyablement à la fin de la première année. Ils étaient visionnaires. Et ensuite, on a 2018 DeAndre Ayton. Et il en reste deux. C'est incroyable, la liste elle est incroyable. Il en reste deux derniers qui sont draftés en lottery pick. En 2019, ils draftent un arrière qui était comparé un peu à Brandon Roy. Est-ce que tu te rappelles qui c'est? Top 6. Jared Culver? Non. Jared Culver. Il draft Jared Culver avant de le trade aux Timberwolves. Il fera même pas le début de saison avec eux. Et le dernier nom qu'il draft, c'est Jalen Smith, qu'en plus de mémoire, il trade assez rapidement. Non, il joue quand même avec eux et qui est aujourd'hui aux Bulls. Donc effectivement, ça doit quand même s'accompagner d'une capacité à drafter qui est bonne. Et du coup, ce qu'on a vu aussi ces dernières années, c'est, alors tu l'as évoqué un peu avec Boston, c'est une espèce de méthode alternative sur le tanking qui consiste non pas comme l'ont fait les Sixers à cumuler les hauts choix de draft, mais à tout simplement cumuler les choix de draft. Et ça, c'est notamment le cas typique de ça, c'est le OKC Thunder, qui en plus a cette capacité à bien drafter, mais qui eux ont une approche un peu différente qui a été de se dire on va surtout cumuler les choix de draft. Est-ce que toi, tu as un avis sur ces deux méthodes-là, entre cumuler les choix de draft et plutôt essayer d'aller chercher des loteries picks? Mais je vois pas trop la différence parce qu'en fait, dans tous les cas, tu cumules les pics. Et au final, les loteries piques, genre, c'est toi et ta chance, quoi. Je pense que la différence, elle est dans ce que tu vas faire dans ton trade de ta star. Je pense que le Thunder, notamment, a choisi parfois de trade leurs stars, leurs forts joueurs, contre des pics dont ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas être des loteries picks, mais tout simplement pour avoir de la masse de pics. Ça peut être aussi le cas de Boston quand ils font le trade avec les Nets. En fait, leur logique, c'est de se dire, bah, tant pis, on n'aura pas de loterie pick, vu que normalement les Nets devraient pas être mauvais, sauf à la toute fin. Mais surtout, ce qu'on va avoir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pics. Et c'est l'idée de se dire, en fait, si on a beaucoup, beaucoup de pics, on augmente notre probabilité de drafter un bon joueur, parce que finalement, avoir des loteries pics, il y a quand même une marge d'erreur qui est importante. Et ce qui va avoir de la valeur, c'est plutôt de multiplier les pics. On rappelle, hein, les Sixers, sur la phase de tanking, 7 loteries pics, il n'y en a que 2 qui finissent All-Star. On peut presque même dire, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment devenu top joueur, c'est Joel Embiid, quoi. Et donc, l'alternative, c'est je vais plutôt chercher beaucoup de pics. Ouais, mais je pense que le mécanisme, il est un peu le même à chaque fois. C'est-à-dire que tu essayes de voir quelle équipe a un projet qui va se terminer sous 2-3 ans. Et tu te dis, OK, bon, donnez-nous notre pic sous 4 ans. Et donc, du coup, on sait qu'il y a une forte proba que ça va finir en loterie pick. Et je pense que le Thunder a essayé de faire ça avec n'importe quel role player qui sont allés choper. Et oui, le but, c'était, on prend 20-30 pics. Il y en a forcément un parmi ces 20-30 pics qui va être très intéressant. On sait que la plupart du temps, ce sera du fin de premier tour, mais il y en a un qui va être intéressant et là, là, ce sera peut-être celui des Clippers, cette saison, qui peut être, top 3 vu comment ils sont nuls. Donc ouais, il y a ce côté,
Bah, dans tous les cas, il faut chercher la quantité parce que la qualité, tu sais jamais, en NBA, tu sais jamais. À part si, ouais, vraiment, bon, les Nets, fallait se douter à l'époque, avec les Celtics que Garnett, Pierce, ils avaient que, 2 ou 3 saisons max. Mais oui, c'est toujours dans cette dynamique de quantité, même si tu peux toujours anticiper des projets qui vont se foirer, enfin, c'est pas qui vont se foirer, mais qui vont se terminer sous 2 3 ans, quoi. Oui, effectivement, tu peux aussi dire que dans la multiplicité des pics que tu prends, certes, tu as plus de chances d'avoir un bon joueur, mais tu as aussi plus de chances d'avoir un projet qui foire et donc d'avoir un lottery pick dans le lot et c'est tout l'intérêt. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire sur la partie tanking ou est-ce que tu veux qu'on passe sur la partie, qu'est-ce qui fait que tu deviens on s'était dit quoi? Que tu deviens compétitif? Ouais, je pense qu'il y a 2 choses, qu'on prend pas forcément en compte quand tu tankes et on en revient à la volonté des équipes où au final, tu es toujours bloqué par certaines choses. C'est que en fait, c'est dur de tank quand dans ta reconstruction, tu chopes un top talent qui te fait gagner des matchs assez rapidement, comme les Mavs avec Luka ou comme les Hawks avec Trae Young. En fait, c'est des mecs qui tournaient à 30 points, 10 passes D de moyenne ou presque dès leur saison sophomore. Et là, bah, ils n'ont pas eu le temps d'accumuler énormément de jeunes joueurs avant leur draft. Et donc, ils sont un peu obligés de les entourer parce qu'ils sont déjà en fait dans la phase de compétitivité avec ces mecs-là. Parce que ces mecs-là te font déjà gagner des matchs. Et il y avait quand même deux trois bouts de role-player à ce moment-là, tu vois, en 18, 19 et 20, aux Mavs ou aux Hawks. Donc, tu es aussi bloqué par ça. Et finalement, tu vois, si le Thunder, si les Bucks, si les Nuggets ont réussi à gagner une bague dernièrement, c'est aussi parce que bah, leur star, en fait, est devenue une superstar un peu sur le tard. Ou, tu vois, genre, je sais pas, saison rookie ou saison sophomore de Shai, de Giannis ou de Jokic, il y en a beaucoup qui s'attendaient pas, la majorité des gens s'attendaient pas à ce qu'ils deviennent les 3 des MVP, quoi. Donc au final, tu es un peu plus avantagé quand, tu pas enfin, tu arrives à développer un joueur hors top 10 qui devient, très, très fort. Parce que s'il est drafté hors top 10 et que tu pas sûr que ce soit une star, mais bon, vu qu'il taffe, vu qu'il y a la mentalité qui arrive derrière, bah, à terme, il devient une superstar. Mais tu es plus avantagé quand ça se passe comme ça, parce qu'au moins, bah, tu as pu le Thunder, les Bucks et les Nuggets, ils ont pu accumuler du talent à côté, quoi. Ouais et d'ailleurs sur ça, ce qu'on peut ajouter, c'est que, les Sixers d'ailleurs, c'est là où ils avaient une forme de tanking qui était vraiment du hard tanking, c'est qu'ils avaient aucun mal à ne pas faire jouer un top talent pendant 1 an, voire 2 ans, hein. Joel Embiid, c'est quand même 2 ans sans jouer. Je pense que c'est aussi dans cette logique-là, pour se dire: «En fait, notre seul but, c'est d'accumuler des talents. C'est vraiment pas de gagner des matchs» et c'est là où c'était vraiment les Sixers un peu particuliers et vraiment du ultra hard tanking, c'est qu'ils étaient en capacité de le faire. Ouais, ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est vrai que tu as des équipes qui sont un peu piégées. Les Spurs l'ont pas été un peu par chance, mais ça aurait pu être le cas, hein. Finalement, la blessure de Wemby les a presque un peu arrangés là-dedans, Ah et ouais, puis après ils ont eu un peu de chance aussi à la draft. Enfin, après, ils ont c'est eu de la la loterie chance qui aussi, hein, fait il faut le que dire. ouais, Ouais. il y a une part de chance qui est importante. Peut-être dernier élément qu'on n'a pas donné sur le tanking, tu as aussi des équipes enfin, tu peux aussi tanker, on l'oublie un peu, pour accumuler des assets et les trades à un moment donné. Mais ça va passer sur la partie compétitivité et c'est notamment ce qu'ont fait les Lakers, hein, quand ils font venir Anthony Davis. Quand ils font venir Anthony Davis aux côtés de LeBron James, bah, en fait, ils se servent de tous les pics qu'ils ont réussi à avoir et qu'ils ont développés pour, à un moment donné, récupérer une star. Mais c'est finalement quelque chose qu'on voit relativement peu être fait. Il y a eu j'ai que 2 exemples en tête, c'est les Lakers et les Cavs, qui l'ont fait. Les Cavs quand ils vont chercher Kevin Love et les Lakers quand ils vont chercher Anthony Davis et à chaque fois, c'est venu effectivement avec l'arrivée d'un joueur qui faisait que structurellement, tu devenais compétitif et l'enjeu, c'était de devenir un contender et pour reprendre tes formulations, bam, transition. Paul, qu'est-ce qui fait qu'on devient compétitif? Quels sont les différents cas et quels sont, bah, les problèmes que ça peut poser aussi? Ouais, je pense que le but aussi de cette partie-là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut limiter les erreurs sur 2 phases, sur la phase de compétitivité, donc quand tu commences à gagner des matchs et la phase de transition, donc après que tu sois contender. Parce qu'on voit quand même beaucoup d'équipes en NBA qui font pas mal d'erreurs sur ces phases-là parce que enfin, quand tu es contender, tu sais ce que tu as à faire, quoi. Tu as déjà une hiérarchie claire. Donc c'est soit tu vas chercher un coach parce que tu pas satisfait de ton coach, soit tu optimises tes role players. Donc c'est pas très compliqué et c'est pas super intéressant à analyser, tu vois, d'une manière Mmh. générale parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais par contre, sur les phases de compétitivité et de transition, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui font certaines erreurs.
Je pense notamment à une erreur qu'on a vue, dans pas mal de cas dont je vais parler, c'est, des équipes qui trade trop tôt pour des joueurs qui sont pas si forts que ça ou qui sacrifient des assets pour des joueurs qui sont pas si forts que ça. C'est-à-dire ils ont pas encore gagné des matchs et en fait, ils lâchent des joueurs intéressants ou alors ils lâchent des picks pour des joueurs qui sont pas si intéressants que ça. Par exemple, les Kings qui lâchent Haliburton pour Sabonis, je suis désolé, ça a pas marché et dès le début, en plus, on était quand même beaucoup à dire que c'était pas la meilleure idée parce que Sabonis, il avait montré quand même ses limites et qu'Haliburton, il y avait un côté, waouh, il avait potentiellement pas de limite, quoi. Les Hawks qui trade pour Deyonte, OK, tu veux un autre fort joueur à côté de Trae Young, mais tu as sacrifié beaucoup d'assets pour lui, au final pour un résultat qui est pas ouf et pour un joueur qui avait quand même certaines limites et qui sortait du contexte Spurs où il était, un peu avantagé et je pense pas que c'était la meilleure solution. Pareil pour les Bulls qui trade à l'époque pour Vucevic, et ça a rien donné, quoi, tu vois? Et je pense là, on a eu un trade aussi où pour moi ça fait pas trop de sens, même s'ils ont pas énormément, sacrifié d'assets, c'est, Ingram aux Raptors. OK, bon, ils ont fait un bon début de saison, mais là, on voit que sur les derniers matchs, c'est plus compliqué et je pense que c'était pas la meilleure solution parce que bon, Ingram, on connaît les limites, quoi. Ouais, je trouve qu'effectivement sur, ce qui me paraît être essentiel sur, cette partie compétitivité, enfin devenir compétitif, c'est vraiment la question du timing, quoi. La question du timing, elle est absolument centrale parce que tu as un peu l'impression que si tu attends trop, il y a une forme d'enlisement et je pense que Détroit a été quand même dans une phase d'enlisement. Enfin, Détroit, on est quand même dans un cas, catastrophique. C'est quoi? C'est quasiment 10 ans sans play-off, hein, de mémoire, Détroit donc je veux dire, 10 ans, c'est Même, c'est je c'est une crois que g c'est 15 ans sans victoire en play-off. ah, tu vois? C'est 15 ans sans victoire en play-off. Je pense que quand ils sont en play-off avec Blake Griffin, ça doit être autour de 2015, si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu plus tard, remarque. J'abuse, c'est peut-être un peu plus Ouais, tard c'est quand même. 18-19 ou un truc comme ça, je Ouais, crois. c'est peut-être 18-19. Mais en tout cas, effectivement, tu vois, tu as 15 ans sans victoire, donc il y a une forme d'enlisement. Tu as eu les Kings aussi, hein, où il y a une forme d'enlisement, à un moment donné. Et donc, je il faut réussir à f ou et puis le cas typique, hein, de l'enlisement, c'est comme les Wizards, hein. Les Wizards, c'est quand même vraiment l'enlisement de chez l'enlisement. Donc tu as quand même un truc qui est, il faut pas attendre trop longtemps, parce que si tu attends trop longtemps, il y a plus rien en fait. Tu racontes plus rien, il se passe plus rien dans ta franchise et pour nous, c'est très difficile à mesurer, donc on va pas rentrer là-dedans, mais est-ce que tu arrives à rester performant quand rien chez toi ne suscite la performance? Je pense que c'est une question de fond à laquelle il faut essayer de répondre. Nous, on aura du mal parce qu'on connaît pas les franchises par cœur, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu arrives plus du tout à créer de la performance dans ton organisation, bah, tu t'enlises, quoi. Et effectivement, il y a le contre-pied, c'est essayer de ne pas y aller trop vite non plus. Et hem et je pense que là-dedans, il y a différents cas. Je trouve que tu as des cas effectivement comme Trae Young avec Dejounte Murray, où en fait tu as identifié que tu avais un top talent et tu te dis: «Bon, bah, on avance, quoi». Je trouve que dans le cas d'Atlanta, le problème c'est qu'ils ont pas trop eu de chance. C'est qu'en fait, Trae Young, quand tu arrives à la fin de sa deuxième saison, on avait fait d'ailleurs ensemble, tu sais, les meilleures saisons offensives. En fait, il y a tout pour que ça soit un top talent, mais le truc c'est que depuis, il a pas progressé. En fait, il fallait qu'il progresse encore un peu, il l'a pas fait. Et donc finalement, c'était pas tant que ça un top talent. Je trouve que par contre, tu as un cas qui est souvent difficile, c'est les équipes qui sont face à un talent dont elles croient que c'est un top talent, alors que tout porte à croire que ça n'en est pas un. Et là, moi, le cas, je vais revenir sur ce cas-là, le cas que j'ai en tête, moi, c'est le Orlando Magic, qui me paraît être un cas typique, tu vois, autour de Paolo Banchero, d'une équipe qui s'est dit, allez, on y va et on arrête de tanker. Alors eux, ça s'est pas traduit par un trade, mais ça s'est traduit par des signatures importantes. Caldwell Pope, ils ont enchaîné, tu sais, les pivots autour des Wagner, des Wendell Carter Jr., des Goga Bitadze. Et là, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que finalement c'est pas le pire cas? Parce que tu te retrouves avec une équipe qui de fait va faire les playoffs parce que tu as quand même du talent et que tu dépenses beaucoup d'argent, mais dont on sait très bien qu'elle ira nulle part. Tu as effectivement aussi cité Toronto. Alors le truc de Toronto, c'est est-ce qu'ils se sont dit qu'avec Scottie Barnes, s'ils avaient un talent? Je suis pas sûr. Je pense que Toronto, je trouve le cas est super dur à expliquer. Enfin, genre, tu vois, pour moi, ce qu'ils ont fait, juste, je me l'explique pas, je le comprends pas. Tu vois, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Et là, je me dis même s'il y a pas plutôt une question qui est une question marketing, commerciale, tu vois, d'amener du monde à la salle, et d'être sûr d'être rentable parce que finalement, tu sais pas trop. Dernier cas un peu comme ça, moi, que je me suis noté, bah, c'est les Pels avec Zion qui, à un moment donné, se sont dit: «Bah, on va y aller à fond». Il y a justement, ils font venir des gens de Murray un peu après, ils font venir CJ McCollum et cetera et cetera. Et je trouve que la question de l'évaluation de ton top talent, elle est assez centrale pour savoir le moment où tu accélères, quoi.
Ouais, mais je suis pas trop d'accord sur Orlando parce que tu dis Wendell Carter Jr., mais Wendell Carter Jr., il arrive avant Banchero et la réalité, c'est que dès la deuxième saison de Banchero, il gagne quand même 47 wins et pour le coup, bah, là, oui, tu savais que, enfin, tu te posais des questions sur Banchero et tout, mais je pense que c'est surtout sur les 2 dernières saisons où il a pas, réellement progressé Banchero. Donc il y avait de quoi être optimiste et ce que tu aurais dû faire, c'est de soit aller chercher des meilleurs role players en attaque parce que c'est vrai que ça décolle. Bon, cette année, c'est vrai qu'ils sont allés chercher Desmond Bane et on voit que c'est un peu mieux. Mais tu aurais dû. En fait, je pense qu'il y a deux cas. C'est-à-dire que soit, oui, tu as un talent qui n'est pas hyper safe. Donc, du coup, tu te dis, il nous faut quand même un franchise player. Donc, on va sacrifier des assets pour aller chercher un franchise player. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas toujours de dispo des franchise players. Ou alors, même si tu sais que enfin, tu vois, je pense aux Cavs qui ont eu l'opportunité de Donovan Mitchell et là, c'était plutôt bien joué parce que c'est quand même un mec qui avait fait des trucs et où tu sais que c'est un énorme scoreur et tout, quoi. Ou alors, bah, tu as le cas du Magic où, ouais, tu sais que t'es pas hyper safe avec Banchero et Wagner en termes de franchise player. Il y a pas vraiment de franchise player parmi ces mecs-là. Mais d'un autre côté, t'as pas forcément les assets pour faire venir un gros joueur et il y a pas forcément des joueurs de dispo non plus. Donc, tu essayes de compenser avec des role players ou alors avec des role players plus comme Desmond Bane. Mais oui, on va peut-être arriver dans un cas avec le Magic où, bah, au complet, cette équipe, elle a du mal à gagner, quoi. Ça gagne quand Banchero est pas là ou quand Wagner est pas là, mais, au complet, ça a du mal à gagner. Mais je pense pas qu'ils ont fait forcément des erreurs. Je pense qu'ils se sont rendus compte que, Banchero, oui, c'était pas un franchise player, donc du coup, on va aller chercher Desmond Bane, on va aller chercher un troisième talent dans notre attaque parce qu'on sait qu'on n'est pas hyper safe sur notre top 2 talents. Mais c'est plus par rapport à enfin, ils ont réalisé que c'était pas si ouf que ça, ce qu'ils avaient en termes de talent, mais par contre, oui, en termes de role player, ils auraient pu mieux faire, parce qu'offensivement, c'est pas suffisant. Puis en termes de contrat aussi, parce que 35 millions pour Suggs, c'est peut-être un peu trop. Mais je pense pas que c'est une équipe qui a fait une grosse erreur, en fait, le Magic. Et est-ce que tu penses, remets-toi dans l'été du Magic, là, cet été, et essaye d'avoir une vue purement rationnelle, que tu sors de la partie affective. Moi, tu vois, cet été, une question que je me pose, je n'ai pas forcément trouvé la réponse d'ailleurs, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller chercher Desmond Bane ou est-ce qu'il vaut mieux trade Banchero, Wagner, voire, allez, tu auras du mal à trade les trois, ça sera quasiment impossible, mais est-ce qu'il faut pas reboot en fait? Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu vois bien que ces joueurs-là, ils vont pas t'emmener très loin, tu vois, et que tu risques de t'enliser, alors non pas dans la défaite, mais dans un niveau moyen plus. Je pense que la question, c'était aussi, est-ce qu'on va pas genre, ouais, trade Wagner plus genre des assets pour un franchise player ou un énorme scoreur qui nous ferait du bien, et tout? Ou alors, ils auraient peut-être pas dû faire Desmond Bane et ils auraient pu aller chercher des role players moins forts que lui, mais avec des contrats qui sont, moins importants pour aller chercher plus de profondeur. Maintenant, ils sont allés chercher Desmond Bane, mais ils ont rien envoyé en fait en termes de role player, à part KCP qui commence à être cramax. Et c'est pareil pour les Knicks, tu vois, avec Michael Bridges où, oui, ils ont envoyé beaucoup de picks, mais en fait, ils ont envoyé que Bogdanovic. Je pense que les Knicks, ils ont quand même un peu trop sacrifié de picks et d'assets pour Michael Bridges, qui, même si c'est un très bon role player, tu sacrifies pas 7 first ou 6 pour un role player, quoi. Mais le cas du Magic, il est intéressant, ouais, parce que il y a ils ont pas ça. En fait, ils sont allés prendre Desmond Bane. Moi, j'y croyais pas trop, tu vois, qu'ils pouvaient prendre un joueur aussi fort. Mais d'un autre côté, bah, ça fait un peu 4 joueurs forts, mais aucun franchise player avec Wagner, Banchero, Bane et Suggs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'à terme, bah, va falloir faire un choix entre ces 4 mecs-là. Tu vas pas payer 4 presque contrats max pour des mecs qui sont limités, quoi. Tu ne réponds pas à ma question. Ma question, C'était c'est quoi pas ta ça. question? Ma question, c'est est-ce que, si tu es rationnel, tu te dis quand tu arrives dans ce type de phase-là, où tu as du talent, mais tu te rends compte bien que ce talent va pas t'emmener à être un contender, vu que l'enjeu c'est passer la phase de compétitivité à contender, est-ce qu'il n'aurait pas fallu trade déjà en fait Banchero Wagner? En fait, Ouais, moi, mais contre quoi, tu vois? bah, du coup, contre un reboot, contre un reboot. La question, du coup, ma question c'est, t'as raison. Du coup, ma question c'est est-ce qu'il fallait pas reboot? Est-ce que en Ouais, fait non, là, je certaines trouve que c'est franchises, trop tôt. voilà, je Je trouve sais que que c'est c'est trop trop tôt, tôt. c'est une réponse. Mais tu vois, moi je trouve que je me demande s'il y a pas certaines franchises qui attendent trop avant le reboot. Et dans ce que nous on entend par trop, en fait, c'est vraiment vraiment très très tard. Et qu'en fait, parfois elles rebootent, comme si là, en gros, le Magic rebootait dans un an, mais peut-être qu'il faut reboot tout de suite parce qu'en fait, Banchero, il a jamais autant de valeur qu'après 3 ans. Où bah, il fait gagner des matchs, il est encore dans son contrat à rookie. Et les équipes Ouais, osent mais là, jamais le faire.
ils peuvent pas le trade parce qu'il a prolongé, donc en fait, il vaut 40 millions dans ton salary cap. Tu sais, je sais plus comment elle s'appelle la rule, qui fait que quand un joueur prolonge, en fait, il vaut pas, son salaire dans, contrat rookie, mais Ouais, il vaut son salaire, post contrat rookie. Non, en je tout pense cas, que le ouais. Magic, c'est encore tôt, faut voir ce que ça donne parce que l'Est reste quand même ouvert et même si c'est vrai qu'au complet, ça a jamais vraiment satisfait. Par contre, tu vois, les Kings, je suis désolé, les Kings, ça fait 2 ans qu'ils auraient du tank. Les Bulls avec Zach LaVine, ils auraient dû trade Zach LaVine 2 ou 3 ans avant. Hem, donc puis même les Raptors avec Anunoby et Siakam, ils les ont gardés trop longtemps, quoi, tu vois? Ils auraient dû les trade avant. Donc ouais, je pense qu'il y a des exemples d'équipes où, les joueurs, il y a certains joueurs qui auraient dû être trade plus tôt. Mais tu vois, pour le coup, pour Wagner et Banchero, en réalité, on ne sait pas parce que ça reste des mecs qui ont moins de 25 ans, donc ils peuvent quand même progresser, tu vois? Banchero, il peut, progresser, Franz Wagner aussi. Donc oui, quand tu arrives avec des joueurs qui ont 27-28 ans, c'est plus à ce moment-là que tu te rends compte qu'ils vont pas progresser, mais je pense qu'à 24, 23, 25 ans, tu peux encore progresser. Oui, parce qu'en Bronson fait, la et remarque la remarque qu'on peut se faire, c'est de se dire: «C'est tellement difficile de récupérer des talents à draft que c'est dommage d'abandonner trop tôt. Attendons de voir jusqu'à la fin de leur progression oui, quand même. pour voir si, tu arrives à en faire quelque Tu chose» vois, les parce qu'en Knicks fait, c'est dur d'avoir ce niveau de talent, quoi. les Knicks, on se disait: «Putain, il manque un franchise player». En fait, tu te rends compte que Bronson, c'est un franchise player. Donc il faut aussi attendre le développement des joueurs, par moment mais après ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est quand même plus intéressant quand tu es dans cette phase de compétitivité. Tu te rends compte que tu es compétitif de trade pour des forts joueurs qui ont déjà montré des certitudes en playoff si possible. Genre Mitchell aux Cavs, c'était le bon choix parce qu'en fait, avec Garland et Mobley, tu avais pas, tu sans doute aucun mec qui pouvait assumer, tu vois, 25 points par match facilement, dans cette équipe. Chris Paul aux Suns, c'était parfait, tu vois, à côté de Booker, et cette jeunesse-là, parce que tu avais un capitaine, qui avait déjà prouvé quand même, en NBA et en playoff. Siakam aux Pacers, pareil, très bien. Tu pas énormément de volume avec Siakam, mais tu as un mec qui est bagué, qui a des certitudes en playoff, qui a un profil intéressant pour les playoffs. Donc ouais, je pense que, Qui est d'ailleurs presque devenu le franchise player de cette équipe pendant le run de play-off, hein. En ouais, volume en volume presque, hein. en volume au scoring, oui, sur certains matchs, ouais. Et je Donc trouve, tu vois, ouais, sur cette question, tu vois, de devenir compétitif, alors je sais pas s'il te reste des trucs à dire sur être compétitif, mais je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir le passage de compétitif à contender. Moi, je trouve que c'est la partie la plus intéressante, notamment parce que je trouve que dans le nouveau CBA, se pose la question de ce que tu fais de ta nouvelle star quand elle est encore en contrat rookie. Et est-ce que tu dois attendre longtemps avant de tenter le coup de devenir un contender ou pas? Et là, all eyes on Victor Wembanyama, par exemple. Où tu vois, Victor est dans un cas un peu particulier, c'est qu'il lui reste 2 ans de contrat rookie. Et là, on est face à un cas d'une équipe qui est déjà compétitive, qui doit devenir contender. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'on a fait un article d'ailleurs avec Vince il y a pas longtemps pour essayer d'en parler. Il y a 2 façons d'approcher le truc. C'est soit tu attends que tout le monde progresse pour devenir, heu, contender, soit tu essaies d'accélérer. Moi, par exemple, mon avis, c'est que quand tu es les Spurs, c'est tellement dur de construire une équipe de contender que pour moi, il faudrait qu'ils profitent au max du temps de contrat rookie de Victor, donc surtout de cette année et l'année prochaine, en envoyant un big joueur. Et c'est pour ça que moi je dis que bah, si tu dois trade et Castle et Harper pour aller chercher Yanis, il faut le faire. Non seulement parce que le niveau de talent de Yanis est incroyable, mais aussi parce qu'en fait Victor est encore dans son contrat rookie et que probablement que ta plus grosse fenêtre, elle est à ce moment-là, sur un rookie qui est déjà extrêmement fort et qu'il faut équiper, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses d'ailleurs de ça. Est-ce que tu es plutôt de l'équipe de se dire laissons progresser une génération ensemble, ou si tu as un talent générationnel, profitons du moment où il est rookie pour accumuler et aller plus vite? Ce qui est d'ailleurs ce qu'a fait OKC, hein, qui pour le coup avait J-Dub et Chet Holmgren en contrat rookie, qui ont décidé d'accélérer en mettant beaucoup d'argent sur Hartenstein et sur Caruso. ouais, mais c'était des role players. C'était des role players, c'est vrai. Enfin, Hartenstein pour moi c'est un role player plus, mais c'était des role players, mais en tout cas ils sont. Tu sens parce qu'ils auraient. Tu vois, le fait de prendre Hartenstein c'est pas rien. Le fait de prendre Hartenstein, c'est que tu mets un pivot là où ton deuxième plus gros talent est déjà. Donc ils acceptaient de passer Chet Holmgren en poste 4 alors qu'il était avant, tu vois. Et donc pour moi, il y avait quand même la notion de se dire on profite de ce contrat rookie pour accélérer. Ouais, mais après je trouve que Harper et Castle, ils sont tellement talentueux qu'ils auront envie d'en garder au moins un pour si jamais il y a un trade pour Yanis.
Mais c'est toujours, je pense que c'est aussi genre ce que demandent les Bucks en retour, ce que toi tu as envie vraiment d'envoyer. C'est dur à dire, tu vois? Genre, il y a c'est des négociations, tu vois? Genre, je pense que Yanis, il l'estime à un certain prix et donc du coup, ils vont essayer de négocier. Donc est-ce que Harper et Castle vont partir? Est-ce que, Castle, est-ce qu'ils vont réussir à négocier juste un des 2 pour Yanis? Je sais pas, on verra. Mais, Alors d je complète ma question. Est-ce que dans la logique de passer de compétitif à contender, tu prendrais en compte le fait que Victor soit encore dans son contrat rookie? Et est-ce donc qu'on en fait d'accepter pas peut-être de lâcher plus? ouais, mais des fois, tu vois, genre, par exemple, je trouve les Rockets, ils sont allés trade pour KD pour, parce que oui, Amen Thompson, il est encore sous contrat rookie pendant C'est 2 ans, l'autre donc exemple que j'ai en tête, ouais. ils vont être peut-être contender avec KD, mais moi je trouve que sacrifier des assets pour un mec qui a jamais montré qu'il pouvait être l'option 1 d'une équipe qui a déjà 37 ans, c'était un peu prématuré. Après, s'il gagne la bague, très bien, tu vois, genre on dira, bah, super, et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais si tu te rends compte que le plafond c'est demi de conf, bah, je suis désolé, on dira, bah, OK, ils ont voulu, optimiser le contrat rookie d'Amen Thompson et donc le seul gros joueur qui était dispo, c'était KD, mais bon, KD 37 ans, voilà quoi. Donc ça peut être aussi le cas avec les Spurs, c'est-à-dire ils trade pour Yanis et en fait Yanis, il devient injury prone parce qu'il mise beaucoup sur son physique et on dira: «Ah bah tiens, ils ont quand même sacrifié Castle qui devient, presque l'NBA team dans la conférence Est». Donc il y a toujours, tu sais, un jeu de risque, et de valeur, sur le marché, quoi. D'accord. Effectivement, l'autre exemple que j'avais en tête, c'était l'exemple des Rockets, qui ont complètement fait ça, hein. KD a un contrat de 2 ans qui correspond à la temporalité du contrat d'Amen Thompson. Donc c'est totalement, ce qu'ils ont fait. Donc toi, de ce que je comprends, tu es quand même plutôt dans une logique prudentielle, quoi. Cette dimension contrat rookie, tu la prends pas trop en compte, tu considères pas que, c'est un avantage à particulièrement valoriser, quoi? Heu, ouais, OK. OK, très ouais. clair. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu voulais, mettre en avant sur cette partie passage de compétitif à contender, pardon? Bah, du coup, c'est bon, c'était plus sur la phase de transition maintenant. Genre là, C'était on plus sur a la f genre la phase de parce que compétitivité, on a dit ce qu'il fallait faire et pas faire, tu vois? ouais, Donc je ouais. pense qu'on a fait le tour, à part si toi tu vois d'autres choses. Bah, il me semble que ce que tu disais, alors moi j'ai essayé d'avancer un aspect sur le passage en contender, qui était, l'aspect de profiter notamment d'un contrat rookie qui a très forte valeur. Parce que je trouve qu'il y a un élément quand même, je sais pas si tu es d'accord, mais quand même qui est notable, c'est que je trouve que les cycles sont plus courts qu'avant. Avant, on avait des cycles qui étaient assez longs et là, on voit des cycles qui s'accélèrent. D'ailleurs, on a du mal à avoir des champions qui font des back-to-back ou qui sont pendant longtemps, très compétitifs. On aura certainement une exception avec OKC parce qu'ils ont construit leur stock de pics qui est assez incroyable et donc effectivement, il y a cette notion de cycle qui s'accélère. Mais ce que tu disais tout à l'heure en intro, en tout cas, c'est que pour toi, pour passer de compétitif à contender, ça se fait surtout autour, pour faire cette transition, ça se fait surtout autour de l'ajout de role players de forte qualité, quoi. Pour toi, en gros, c'est à un moment donné, tu as stabilisé 2-3 joueurs très, très forts dans ton équipe, dans tes jeunes et là maintenant, il faut envoyer des role players. Ouais, donc en fait, c'est une fois que pour moi, tu arrives à trouver une hiérarchie, là, pour le coup, bah, tu vas être contender et le but, c'est de trouver des bons role players. Donc soit tu vois ce qu'il y a sur le marché et tu as encore un peu de thunes, sous le salary cap, soit tu draftes des rookies parce que tu as encore 2-3 picks de draft et tu draftes des rookies où tu te dis, bah, ils ont pas forcément 19 ans, mais ils ont déjà 21-22 ans et ils vont, potentiellement peser positivement parce que, on voit déjà le profil two-way, quoi. C'est là où moi j'ai un désaccord avec toi, c'est que dans ce que tu vois que tu vas être contender parce que ta hiérarchie est faite. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait devenir contender est toujours la résultante d'une prise de risque un peu costaud, quoi. Alors, tu as le cas OKC où, tu vois, OKC, bon, cas un peu à part, est-ce qu'il est reproductible? Je sais pas. Où effectivement, ils ont établi leur hiérarchie, ils sont devenus contenders. Mais en fait, si tu regardes, sinon, souvent, en fait, pour devenir contender, un vrai contender, bah, ça demande de venir faire un changement qui est une grosse prise de risque. Tu vois, moi, je m'étais noté Boston avec l'arrivée de Jrue Holiday et de, Kristaps Porzingis. Je me suis noté Denver qui, à un moment donné, a fait cette prise de risque avec, l'arrivée, d'Aaron Gordon. Les Pacers avec l'arrivée de Pascal Siakam. Les Knicks essayent de le faire avec l'arrivée de Karl Anthony Towns. Moi, j'ai l'impression que cette transition entre être compétitif et contender, sauf cas très exceptionnel, en fait, souvent, elle est la résultante à un moment donné d'une forte prise de risque.
Oui, mais ça, du coup, on en a parlé dans la phase de compétitivité, quoi. C'est que si tu veux passer de la phase de compétitivité à la phase de contender, oui, ça passe par une prise de risque. Donc, soit un franchise player parce que tu l'as pas, soit une deuxième option parce que tu l'as pas, soit du role player elite comme Denver. Parce que finalement, Denver, il y avait quand même une hiérarchie. Tu vois, Jokic en un, Murray en 2, MPJ en 3. Et donc, ouais, ils sont allés chercher Gordon et KCP dans les trades. Mais, mais du coup, enfin, ils sont devenus contenders avec du gros role player, quoi. Ouais. Et donc, du coup, dernière partie dont tu voulais parler, c'est la partie transition. La partie transition, on s'est dit, il y a 2 bouts. Toi, il y a un bout que tu as plus avancé qui est: j'ai encore ma star et comment j'arrive à faire durer ma période de contender. Et moi, je m'étais noté même un deuxième bout dans la transition qui est: j'ai encore ma star et à quel moment je fais tout péter, quoi. Parce qu'en fait, ça marche plus et on ira nulle part. Alors du coup, sur la partie transition, pour rester compétitif, qu'est-ce que tu t'es noté, toi? Bah, je pense qu'il y a des équipes qui font un peu trop durer leur projet, qui devraient faire tout péter parce que c'est cramé que la plupart des joueurs, ils ont plus de 30 ans, ils vont pas progresser, tu plus trop d'assets et donc voilà, tu es limité. Je pense que les Kings, en ce moment, ça fait un moment qu'ils auraient dû tanker. Je pense que les Spurs aussi avec DeRozan, quand ils ont trade Kawhi, ils sont allés prendre DeRozan. Bon, OK, ils ont fait des premiers tours de play-off, mais tu vois, ils auraient dû, je pense que dès que Kawhi voulait partir, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû tanker. Hem Donc je sais pas ce que tu en penses dans un premier temps, mais il y a des équipes Bah, qui font dans le trop cas des durer. Spurs, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient, au moment où ils font venir DeRozan et un top joueur vraiment, très fort en attaque, c'était Lamarcus Aldridge, et un rookie qui était en train de monter avec, Dejounte Murray, donc je pense qu'ils ont essayé de continuer. Moi totalement, moi je suis, je crois qu'en fait, aujourd'hui, la particularité de la NBA, post, CBA, enfin post nouveau CBA, c'est l'accélération des cycles, et je trouve qu'effectivement, les franchises ont pas encore suffisamment le courage d'accepter cet état de fait, qui est que les cycles sont très courts, et donc en fait, il y a un moment donné, ton cycle, il est très court, il est mort et il faut y aller et il faut commencer à trade, tu vois? Et donc, tu vois, quand je pense à ça, moi, j'avais un exemple l'année dernière. Alors tout le monde va me tomber dessus. Moi, j'avais un exemple l'année dernière, pour moi, c'était Denver. Pour moi, Denver, on était dans le cas, en fait, d'une équipe qui était en bout de cycle. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont fait quand même. En fait, ils ont réussi à trouver le bon truc avec le trade de MPJ pour relancer un cycle. Mais pour moi, en fait, ils étaient dans un bout de cycle et j'étais presque à un truc de dire: «Mais en fait, faut peut-être tout faire péter, quoi». Parce que, tu te retrouves avec un salary cap qui est ingérable. Parce qu'en fait, quand tu as MPJ à 35, Murray à 40, Aaron Gordon bientôt à 35-40 et Jokic au max, tu plus aucune flexibilité et donc tu pourras rien faire, et ça, c'est quand même la particularité du nouveau CBA. Moi, je suis plutôt tenté de dire qu'il faudrait accepter plus vite que les cycles sont terminés et donc faire plus de mouvements, notamment autour des gros joueurs, et de les lâcher assez vite. Ouais, je suis pas d'accord pour, Denver, mais il y a aussi le fait de profiter de la valeur des joueurs tant qu'ils ont de la valeur. Parce que, alors le problème, c'est qu'en général, en fait, bah, Comment ça? à la tête des franchises, c'est quoi? C'est des GM. Les GM, c'est leur travail. Donc au bout d'un moment, ils sont carriéristes, ils veulent avoir une bonne image. Donc si tu trades le franchise player d'une équipe un peu trop tôt, tu risques d'avoir un peu une mauvaise image. Tu vois, je pense à certains GM qui ont trade assez rapidement, qui ont pas attendu trop longtemps. Je pense à OKC, tu vois? En 2020, ils trade, alors il y a Paul George qui demande son départ, mais finalement, au bout de 2 ans de Paul George, Westbrook, tu te rends compte qu'en fait, ça va pas aller, si loin que ça. Donc tu profites du fait que les mecs ont de la valeur et tu récupères beaucoup d'assets par rapport à ces mecs-là. Mais je pense que c'est Sam Presti qui l'a fait, et Sam Presti, il savait qu'il allait garder son job parce qu'il a déjà prouvé sur 10 ans qu'il a drafté 3 MVP et tout, quoi. Tu vois? Je pense aussi au Jazz qui trade quand même assez rapidement Donovan Mitchell, tu vois? Au bout de 5 ans, ils auraient pu faire une espèce de tanking avec lui, mais finalement, ils le trade tout de suite, et pareil pour Rudy Gobert. Mais c'était Danny Ainge, et donc Danny Ainge, il avait quand même une, enfin, il avait une «bonne image» entre guillemets, parce qu'il a construit un effectif très compétitif avec les Celtics et tout. Donc, j'ai l'impression que les GM qui osent faire ça, c'est des GM qui ont, une certaine notoriété ou un certain statut, et que les GM qui arrivent un peu, au bout de 2-3 ans et qui ont pas encore cette notoriété-là, ils ont peur aussi parce que s'ils sont carriéristes et ils se disent: «Ouais, mais si je fais ça, en fait, j'aurai pas forcément une belle image et j'aurai du mal à rester GM». Exemple, Nico Harrison, même si c'est un trade bête, parce qu'il aurait pu se dire: «En fait, on ira nulle part avec cette équipe».
Ça aurait pu être entendable, tu vois? Et du coup, je vais chercher des pics, sauf qu'il le trade contre un autre fort joueur. Donc là, c'est bête, mais exemple Nico Harrison. Mais tu vois, quand même, un des constats que tu peux faire, si tu prends les champions des dernières années, tu vois? Que tu pars des Raptors, Bucks, Lakers, Golden State Warriors, Denver, on va voir, mais on verra ce que ça donne. Peut-être que Denver sera le contre-exemple. Mais dans le cas de Bucks, Raptors, Lakers, Golden State, tu as à chaque fois la même chose. C'est des équipes qui veulent faire tenir leur statut de contender longtemps et en fait, ça marche pas. Tu te retrouves avec des équipes, c'est toujours la même chose, des équipes sont bonnes sans être suffisamment bonnes pour vraiment maintenir le truc de contender. Les Raptors ont eu l'intelligence de finalement pas attendre trop longtemps avant de trade Kyle Lowry, mais les Bucks, bon, franchement, ce qui s'est passé derrière dans leur idée de tenir ce truc-là, Ils ça a pas auraient, marché ouais, du tout. tenu trop Les longtemps. Lakers, ça a pas marché du tout. Après, c'est quasiment impossible de trade quand tu as LeBron James, mais ça a pas marché du tout. À aucun moment donné, derrière, il y avait juste la deuxième année pendant quelques mois où l'équipe est très forte, mais derrière, après, c'était fini. Golden State. Et Golden State, alors, toi, ils tentent plein de trucs, hein, tu vois, là, ils ont ramené Jimmy Butler carrément, mais Mais cette équipe n'est pas un contender, et on verra avec Denver. c'est intéressant Golden State parce que là, pour le coup, tu as une équipe qui essaye de jouer sur 2 tableaux. C'est-à-dire, ouais, on sait qu'on sera compétitif avec Curry, Draymond, et Clay, bon, même si Clay, il est parti. Et on essaye de développer des jeunes joueurs. Sauf qu'en fait, ils auraient dû se rendre compte que les jeunes joueurs qu'ils ont draftés, ils étaient très limités, que personne voyait en eux des forts joueurs, et que du coup, aujourd'hui, ils ont plus de valeur. Kuminga, bon, il a un contrat, ils vont peut-être récupérer des trucs. Et les Warriors ont encore des pics. Tu vois, je trouve ça quand même dommage que post-2022, ils aient jamais fait une finale de conf, alors qu'en fait, Curry, Draymond, quand ils sont sur le terrain, ils sont encore très dominants. Et donc voilà. Puis après, il y a aussi un dernier cas, c'est attention à pas faire des all-in sur des joueurs injury prone. Je pense aux Sixers. Je suis désolé, mais quand ils vont aller chercher Paul George, qui est déjà injury prone à 35 ans, avec Embiid, qui est déjà injury prone, je trouve que c'est quand même un effectif. On ne sait pas trop où il en est le projet. On est vraiment dans une phase de transition. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont en contender. Et donc, du coup, bah, tu as encore deux joueurs avec des contrats max sur encore 3 ou 4 ans. Donc, tu sais pas trop où ça va. Et finalement, cette phase de transition, j'ai l'impression que les Sixers, avec ces contrats-là, ils vont la durer longtemps, quoi. Et encore, ils ont la chance d'avoir, drafté un gars à 21, qui se retrouve être un super joueur avec Tyrese Maxey, quoi. Parce qu'en plus, tu pourrais ne pas avoir cette chance-là, de réussir à bah, après les Sixers ont toujours été très bons pour drafter, mais tu pourrais ne pas avoir cette chance-là. Paul, peut-être ce qu'on peut essayer de faire, c'est, se tirer chacun, quelques enseignements, de cette traversée au travers de la question des cycles de reconstruction qui démarrent avec le tanking. Alors je sais qu'on se l'était pas dit avant, donc c'est un peu de l'impro, mais peut-être qu'on peut essayer de se donner, 3 ou 4 enseignements chacun, ou peut-être moins ou peut-être plus, qu'on se donne un peu de ce qu'on a regardé. Je démarre et puis après je te laisse poursuivre. Si on prend sur cette phase de tanking, moi, le premier enseignement que je me donne quand même, c'est que il faut quand vous faites du tanking, il faut pas y aller à moitié, quoi. Le truc, alors si vous avez soit le cas, vous avez réussi à récupérer plein de choix de draft et là c'est différent parce que votre avenir ne dépend pas vraiment de vos résultats. Mais si c'est pas le cas, il faut partir sur des gros tankings. Je crois que c'est le premier renseignement que moi je me donne. Est-ce que toi tu en as un, que tu te donnes sur cette période tanking? Hem, je pense que ça dépend de ta conférence aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois, tu es une équipe de l'Ouest aujourd'hui un peu mid, tu vois l'état de ta conférence avec des effectifs, très forts dans le top 5, top 6. Tank, arrête de vouloir gagner des matchs, avec des mecs, mid, tank quoi, tu vois? Un autre Oui. enseignement sur le tanking, ouais, j'irais faire les choses à fond, en fait. Enfin, comme tu l'as dit, je pense que, faire les choses à moitié, en général, ça passe pour certaines équipes, mais qui ont des certitudes sur, 5 ou 10 ans derrière. Donc, autant faire les choses à fond. Si tu es un nouveau GM, que tu pas la certitude de la culture de certaines équipes, genre Pacers, Celtics, Heat, fais les choses à fond et tank. Tu vois, les Wizards, là, ils tankent et je trouve que c'est bien. On verra s'il y a, bon, ils ont pas eu de chance à la draft dernièrement, mais enfin, sur la dernière draft, mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire, tu vois? Après Bradley Beal, là, il fallait tanker, quoi. Moi, deuxième enseignement que je me donne, pas tenter d'être un contender avant d'avoir un top talent, quoi. C'est un talent, que tu projettes, et sur lequel tu as des certitudes pour le projeter, top 10 NBA potentiel, top 10 NBA à un moment donné. Et donc là, je fais référence à tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, sur Orlando, notamment. Et moi, c'est un deuxième enseignement que je me donne. Je sais pas si toi, tu en as un Ouais, deuxième que tu te 2e, je donnes? dirais pas de trade pour des joueurs, mid. Ne pas envoyer trop d'assets pour des joueurs mid, quoi, genre Dejounte Murray, quoi.
Ouais, c'est effectivement, c'est un point sur lequel tu avais pas mal insisté et moi, dernier enseignement, que je me donne, c'est, bah, faire acte que les cycles NBA aujourd'hui sont des cycles très courts. 4 contenders, c'est très difficile et donc en prendre conséquence. Première conséquence, quand vous avez un rookie qui est top rookie, bah, allez-y, faites le trade qu'il faut et donc moi, je vais plutôt dans le sens de ce qu'a fait Houston, par exemple. On verra ce que ça donne, hein, mais je vais plutôt dans le sens de ce qu'a fait Houston et si je me reprojette sur les Spurs, bah, moi, j'irai à fond sur Wemby et donc j'irai chercher Giannis et à l'inverse, quand votre cycle est fini, actez-le très vite et bazardez, quoi et redémarrer un nouveau cycle au plus vite que possible. Essayez surtout pas de le faire traîner. Et là, je fais référence à ce que j'ai dit sur les Bucks, sur les Lakers, sur les Warriors. On verra si c'est aussi le cas pour Denver. Je fais attention parce que sinon, Jérém, je sais que je vais avoir un message de Jérém dans mes MP assez vite. Il va me dire ouais, Denver, je sais pas quoi, ils sont contender, blablabla. Est-ce que tu te donnes un dernier renseignement, toi? Ouais, moi c'est pareil sur la phase de transition. Si t'as pas, en fait, c'est si t'as pas d'assets, bah récupère des assets, trade tes joueurs. Tu sais jamais, le mec dans 2 semaines, ça se trouve, il se fait le tendon d'Achille. Aujourd'hui, ça va vite. Donc, si t'es les Suns, tu vois, t'as 0 asset, ok, bon, tu vas gagner, t'es en train de surprendre un peu cette saison, mais vas-y, quoi, fais tout péter. Ça sert pas à grand chose de gagner des matchs avec Booker et Dylan Brooks, quoi. Et peut-être dernier élément qu'on a peu évoqué, mais j'ai l'impression que dans ces cycles qui sont courts, ça te demande aussi, tu as raison, il y a le truc des assets, mais deuxième élément, c'est il faut toujours avoir de la flexibilité. Et si tu te trouves dans une situation où tu es un peu bloqué, et c'est là où Denver a été bon, il faut accepter de faire le trade structurant, mais qui va te redonner de la flexibilité. Et je trouve que, une fois de plus, Ouais. Denver a fait ça bien cet été en acceptant Oui. de lâcher MPJ pour retrouver de la flexibilité et réussir à ajuster par petites touches derrière l'effectif, quoi. Qui paraît être un élément bon. Et tu as le cas inverse que tu as pas mal cité, qui est le cas des Sixers, où eux n'ont aucune flexibilité, parce qu'à l'inverse, ils ont tout fait pour pas en avoir, quoi. Est-ce que tu vois une dernière chose à dire sur ce podcast, ou est-ce que pour toi on a fait un bon tour? Non, c'est bon, on a fait le tour, hein, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que ce que je ferai, c'est que je vous mettrai, en commentaire l'article que je vous ai montré sur les Sixers, que j'ai expliqué, très rapidement. Mais si vous le regardez dans le détail, il est intéressant. D'ailleurs, je me demande si on peut-être moi, je me demande peut-être à tester pour voir si on peut pas les contacter pour vous faire une petite interview avec eux, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce qu'ils ont fait. Si vous avez des remarques, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a évoqué, vous avez envie d'échanger avec nous, ben, vous voyez bien, on a l'habitude d'échanger avec vous sur ces différents sujets, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, vous connaissez l'adage, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.